Tu as vu mon film sur une Visa qui va plus vite qu'un avion? On va faire un crash test. La publicité, c'est de faire quelque chose que personne n'a jamais fait avant toi, et encore mieux que personne ne pourra refaire après toi. Monsieur le Président, il me faudrait un porte-avions et il me faudrait un sous-marin. Évidemment, j'aurais dû fermer ma gueule. Si c'était à recommencer, je ne recommencerai pas. Je ne veux pas en plus avoir des regrets. Et je veux faire aimer le risque, je veux faire aimer les gens qui se dépassent et qui, évidemment, se cassent la gueule, parce que tu ne peux pas tout réussir. C'est une règle en 3 S. J'adorerais savoir comment on crée quelque chose qui génère une émotion. Écoute, je fais ce métier depuis 60 ans. Et depuis 60 ans, j'ai cherché la définition de mon métier. Et je n'ai trouvé qu'une question. Pose un annonceur la question simple suivante: que devient la neige lorsqu'elle fond? Et il te répondra: de l'eau. Une question d'annonceur, incolore, inodore, sans saveur. Pas pour moi, pas pour un créatif. Pour un créatif, lorsque la neige fond, elle devient le printemps. Si une entreprise vient te voir et qu'elle a un produit qui de base peut paraître plus froid, comment tu fais pour lui donner cette saveur, cette couleur, et que quand on voit ce que tu fais ou ce que l'entreprise fait, ça crée quelque chose? C'est quoi ton processus? Si tu veux, le métier de publicitaire, c'est un triple métier. Il faut d'abord être le garde du corps de nos marques, parce qu'elles sont de plus en plus attaquées. Il suffit qu'il y ait un dérapage dans les réseaux sociaux pour qu'elles soient tout de suite attaquées. Deuxièmement, on doit être les gardes du cœur des marques. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. Les gardes du cœur, c'est leur donner une âme, leur donner un ADN. C'est une règle en 3 S. Il faut d'abord donner du sens aux marques, comme il faut donner du sens à sa vie, comme il faut donner du sens aux choses. L'intelligence, c'est pas de comprendre les choses, c'est de donner du sens aux choses. Après le sens, il faut donner du sentiment aux choses. Et on en arrive à ta quête de l'émotion, parce que tout message qui émeut est un message qui touche. Très souvent, on essaye de toucher par le rire, mais c'est pas la même percussion. La balle doum doum, c'est l'émotion. La balle doum doum, c'est en 3 mots, quand tu touches net ce que tu avais à dire, tu vois, le cœur de ce que tu avais à dire. Et puis, le troisième S, c'est le spectacle. J'ai créé la publicité spectacle dans les années 80, j'ai été beaucoup adulé, puis beaucoup critiqué pour ça, etc. C'est un peu tombé dans l'oubli et ça redevient complètement à la mode. Comment tu décrirais la publicité spectacle? La publicité spectacle, c'est, je ne sais pas si tu as vu mon film sur une Visa qui va plus vite qu'un avion. Tu monterais là-haut avec ton petit bolide? C'est une GTO. Équipe 4 sur le pont. Le problème là n'a pas été de trouver l'idée. Le problème a été de trouver un porte-avions et un sous-marin. Alors moi j'ai envoyé le lendemain matin un TV producteur à Los Angeles. Je lui ai dit: écoute, regarde si on peut faire ça dans un studio, si c'est pas trop cher. C'était mon premier budget Citroën. Donc j'ai démarré, c'était les années 80. Et puis j'en ai envoyé un à Moscou, parce que j'avais lu dans la presse que les Russes étaient en train de négocier leur vieux matériel militaire à la casse. Ainsi peut-être que là-dedans, pour nous louer pour une semaine un sous-marin, un porte-avions. Attends, mais j'aimerais comprendre quelque chose. Il y a plein de gens qui pourraient se dire: non mais c'est pas possible, on va jamais réussir à avoir un porte-avions et on va jamais réussir à avoir un sous-marin. Mais c'est ça la vie. Mais alors justement, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour te dire on peut le faire? La publicité, c'est de faire quelque chose que personne n'a jamais fait avant toi, et encore mieux que personne ne pourra refaire après toi. Parce que tout le monde se copie. Il faut aller jusqu'au bout de l'impossibilité.
Et d'ailleurs, je me souviens que quand on a eu cette idée à l'agence, j'ai appelé mon annonceur. Il était 10h30. Lui se couchait à 10h parce qu'il se levait tous les matins à 5h. C'était le patron de Citroën de l'époque, Georges Falconet. C'était un mec exceptionnel. Et je lui raconte l'histoire. Et je lui dis qu'il faut qu'il me donne une réponse très vite. Il ne restait plus qu'un mois et demi avant d'être à l'antenne. Parce que ça ne va pas être facile à faire. Au téléphone, il m'a dit « Banco, vas-y ». Il n'a jamais reçu le storyboard du film. Il n'a jamais reçu le devis du film. Bon, j'ai dit, il n'y a que François Mitterrand qui peut me sauver. Donc, j'appelle sa secrétaire, Marie-Claire Papillet. Et je lui dis, Marie-Claire, pour moi, c'est une question de vie et de mort. Je vais perdre mon budget. Si j'arrive pas à faire ce film, il n'y a que le président qui peut m'aider. 10 minutes après, elle me rappelle, elle me dit, le président t'attend. Je fonce à l'Élysée. D'habitude, j'arrivais à l'Élysée, comme tout le monde, je donnais mon passeport, j'attendais. Là, il y avait un flic qui m'attendait devant la porte, il m'a pris par la main, on a monté 4 à 4 le premier étage, tu vois, de l'Élysée, le bureau du président, il est toujours au premier étage, et c'est François Mitterrand lui-même qui m'ouvre la porte. Et qui dit, alors ces gars-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème? Monsieur le Président, il me faudrait un porte-avions, et il me faudrait un sous-marin. Il dit, monsieur, vous êtes fou, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, monsieur le Président? Simplement de la publicité. Et j'avais dans ma poche les petits dessins qu'on avait faits, mais il n'y avait pas de storyboard, il n'y a jamais eu de storyboard de ce film. Et je lui raconte le film, et lui, monsieur Guéla, il est nul, votre film. Les Français achètent des voitures qui roulent, hein, pas des voitures qui coulent. Et pour l'armée française, pour la marine, pour l'aviation, c'est une bonne idée. Vous aurez votre porte-avions, vous aurez votre sous-marin. On est sur le quai, et le Pacha sort, et dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il n'avait pas été prévenu. Et j'ai dit, mais vous avez reçu une instruction? Il me dit, pas du tout. Il dit, mais écoutez, alors, je lui raconte l'histoire. Il me dit, moi, il n'est pas question que je vous laisse faire quoi que ce soit sur mon porte-avions. Vous me prenez pour qui? Je lui dis, écoutez, j'ai l'accord de François Mitterrand. Il me dit, mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous avez l'accord de personne? Je me dégonfle pas. Il était minuit. J'appelle François Mitterrand. Je le réveille. Quand tu prends ton téléphone pour appeler François Mitterrand, comment tu te sens? Je me sens survolté. Je me sens à l'article de la mort. Je me sens prêt à monter à l'Himalaya, mais je me sens prêt à sauter en parachute. Je l'ai fait une fois, je me suis cassé la jambe. Donc, je ne recommencerai pas une seconde fois, mais je me sens prêt à tout. Et surtout, je suis sûr de moi. Mais je ne dis pas ça par ego. Si tu n'y crois pas toi-même, ça ne peut pas marcher. Donc j'y crois, je dis, mais pourquoi ça n'arriverait pas? Mais pourquoi c'est tellement belle idée? Pourquoi on ne m'aiderait pas à la réussir? Pourquoi le président ne m'aiderait pas? Et c'est ce qu'il a fait. On voit dans la pub des pubs qui vont avoir un impact immense. Les gens vont adorer la pub, se la partager. Et on voit aussi des pubs, par exemple, c'est Gillette qui a fait une pub qui leur a valu un peu un bad buzz. Dans cette idée de créer des émotions, on voit des pubs où la marque va juste vouloir créer une émotion, mais du coup, c'est pas connecté avec le message propre de l'entreprise. Et l'audience, le marché, les personnes, elles vivent mal le fait qu'on va utiliser telle cause, par exemple, au service de l'entreprise. Comment Gillette aurait pu éviter une erreur comme ça? Les consommateurs ont raison, d'ailleurs, ils ont toujours raison. Moi, mes clients, mes patrons, ce n'était pas du tout les annonceurs. Ça a toujours été le public, Qu'est-ce que le disent les gens? consommateur. Pourquoi ce film était possible? Parce que cette voiture, elle était assez moche, comme l'étaient toutes les voitures Citroën à l'époque, depuis elles sont devenues les plus belles voitures du monde. La marque était très en difficulté, elle était à 7%. D'ailleurs, le patron m'avait dit, il faut que tu me trouves un film renversant, parce que sinon, on va se faire absorber par Peugeot. Il m'a dit, écoute, cette voiture, elle est moche, etc. Mais elle a quelque chose. J'ai réussi à avoir l'appellation GTI. GTI, maintenant, on sait un peu ce que c'est, mais à l'époque, GTI, c'était réservé aux voitures de course et tout ça. J'ai dit, GTI, nom de Dieu, il faut mettre le paquet là-dessus. Donc, j'ai dit, il faut faire une démonstration de la rapidité prouvée de cette voiture. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, ça c'est bateau, ça c'est pas bon? C'est ce que je sens. Pendant 50 ans de ma vie, je suis allé prendre des briefs personnellement des annonceurs. Et j'arrive avec un carnet, un stylo, et ils me parlent. Et ils pensent que je prends des notes. Non, moi j'écris le slogan. Et si j'ai pas écrit le slogan, je vais jamais le trouver. Donc il est immédiat. Il y a une forme d'évidence pour ça. Une sorte d'évidence. Alors ça peut être bon, ça peut être mauvais. C'est jaillissant. J'ai pas une créativité, j'ai une réactivité. Donc tu passes pas des heures à y réfléchir? Pas du tout. Okay. Bon. Sinon après ça devient laborieux. Et puis ça devient trop raisonné. Si j'avais raisonné, cette pub, je ne l'aurais jamais faite. Parce qu'elle était GTI, elle l'a prouvé puisqu'elle allait plus vite qu'un jet. Donc, il n'y avait pas mensonge. Même si la publicité est toujours un peu mensongère, mais elle est mensongère comme la poésie est mensongère. La poésie, c'est un mensonge qui dit la vérité. Et ça, c'est un mensonge qui dit la vérité. Oui, elle allait plus vite. Mais évidemment, elle n'est pas plus vite qu'un jet. Et c'est très accepté par le public. C'est-à-dire que le public fantasme avec toi. C'est d'ailleurs le storytelling, c'est la création de l'émotion.
il ne faut pas le tromper. J'ai un autre problème sur Citroën où les voitures Citroën, dans tous les tests, apparaissaient comme des voitures qui n'avaient pas la solidité des voitures allemandes. Tu veux dire dans la perception des clients? Dans la perception des clients. C'était un peu vrai aussi. Et puis tout d'un coup, Citroën a mis le paquet et ils disent, voilà, on a fait la première voiture qui est comparable à une Mercedes ou à une BMW, etc. Ça a été le grand changement de Citroën, etc. Il faut nous trouver une idée là-dessus, mais une idée forte. Je me dis que là aussi, il faut prouver. Parce que la vraie publicité que j'aime, c'est celle qui prouve, celle qui ne bidonne pas. Donc, on va faire un crash test avec cette voiture. Ça n'a d'intérêt que si la personne qui est dans la voiture et pas un petit homme de bois comme ils le font d'habitude, hein, avec des électrodes partout, mais si c'est une jolie fille. Si la plus jolie fille du monde accepte d'être dans ma voiture et d'aller à 40 à l'heure dans une autre bagnole, c'est qu'elle est costaud. Bon, et je fais le tour, et le top modèle de l'époque, c'était Claudia Schiffer. Et donc je vais voir à Londres Claudia, je raconte le truc, elle me dit, écoute, c'est gonflé, mais d'accord, je vais le faire. Elle avait à l'époque une assurance sur son visage, qui était l'assurance la plus chère du monde. Et d'ailleurs, ses agents faisaient la publicité. Et donc, je vais voir les assureurs, je dis, écoutez, qu'est-ce qu'on fait là? Ils disaient, écoutez, il y avait un risque? Ben, il y avait un risque. Et moi, je commence par faire un test avec une cascadeuse américaine. Le problème, c'est que quand tu es vivant, tu es protégé par l'airbag. Hein. Mais il faut faire très attention dans l'airbag. Si tu n'es pas bien au centre de l'airbag, tu as un nion sur la figure. Et donc, la cascadeuse fait l'essai, et je vois, elle sort toute blanche de la voiture, elle dit, Claudia ne peut pas faire ça. Moi, je suis paniqué, sans journaliste, les trucs, le film était fait, il était déjà payé, puisque tout était en place. Je dis, c'est pas possible de voir ma star. Je lui ai dit, écoute, je crois qu'on ne peut pas continuer. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu te dégonfles? Moi, je ne me dégonfle pas, on le fait. Waouh! Il dit, alors là, vraiment, et elle l'a fait. Dans plusieurs interviews, tu parles de l'importance de rêver, l'importance d'y croire. Ça représente quoi pour toi, en fait, cet optimisme, ce rêve? J'ai une vision très simple de la vie. Je crois qu'une vie est réussie quand on a un grand amour réussi. Et moi, j'ai une chance folle. Le grand amour de ma vie professionnelle, c'est Citroën. Et le grand amour de ma vie, c'est Sophie, c'est ma femme. On est mariés depuis 44 ans. On a 5 enfants ensemble. Je suis le seul publicitaire à avoir 5 enfants de la même femme. En 44 ans, on ne s'est jamais disputé. Et tous les matins, quand je me réveille, encore ce matin, elle me dit « Mon chéri, tu es beau, je t'aime. » Tu es beau. Je dis Cahuzac qui est passé dans la nuit, m'a replanté les cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Je me précipite devant mon miroir et je vois dans mon miroir ma seule gueule d'octogénaire d'Ecati. Et je me dis, ouf, ta femme est amoureuse puisque l'amour est aveugle. Et je pars retrouver ma maîtresse. Et ma maîtresse, c'est la pub. Et je parle de quoi là? Qu'est-ce que je fais là alors qu'il y a des grèves à droite et à gauche? Je dois être à mon bureau en train de travailler pour Citroën et je perds mon temps là. Parce que je veux faire aimer la publicité, je veux faire aimer la créativité, je veux faire aimer le risque, je veux faire aimer les gens qui se dépassent, qui vont plus loin, qui cassent les barrières et qui évidemment se cassent la gueule. Parce que tu peux pas tout réussir. Il y a ceux qui croient, croient, et ceux qui croient comme des corbeaux. Sois un aigle, sois une colombe, ne sois pas un corbeau. Crois en toi. Et si tu crois en toi, on croira en toi. Et donc c'est la devise de ma vie. Voilà. Et puis, je pense qu'il faut accepter ses échecs. Il faut presque en jouir. Justement, tiens, parlons-en, parce qu'effectivement, on parle souvent beaucoup de réussite, et du coup, les personnes qu'on met en figure de réussite, souvent, on parle que de ça. J'ai beaucoup de personnes dans mon audience qui, du coup, sont effrayées à l'idée d'échouer, et du coup, elles sont tellement effrayées à l'idée d'échouer qu'elle ne démarre pas. Tu peux partager un des échecs qui a été le plus difficile pour toi à vivre sur le coup et surtout, qu'est-ce que tu en as appris et comment tu l'as dépassé? Écoute, moi j'ai eu la chance de faire 20 campagnes présidentielles. J'en ai fait 4 en France, avec François Mitterrand, 2 avec François Mitterrand et 2 avec Lionel Jospin. Puis j'en ai fait 16 autres dans le monde. La dernière campagne que j'ai faite, c'est la deuxième campagne de Lionel Jospin. Là, j'avais fait la première où il a pris le pouvoir en tant que Premier ministre. Et puis la deuxième, c'était la plus importante, celle où il devait prendre le pouvoir comme président. Et ça n'a pas marché. J'ai mis pourtant tout ce que je savais de la politique, mais c'était un être qui finalement n'était pas fait pour être président parce qu'il était trop intègre. Il a refusé. Je me souviens par exemple qu'au dernier moment, j'avais monté une émission avec Michel Drucker du Vivement Dimanche,
où pendant 2 heures, c'était le 23 décembre, qui était le jour idéal. Il y avait le meilleur de toutes les émissions de l'année, plus 5 ou 6 stars qui étaient là pour fêter la nouvelle année avec tout le monde. Et lui était là avec sa femme, parce qu'il fallait qu'il présente sa femme aux Français. Et il a refusé de la faire. Et les politologues ont dit qu'une émission comme ça rapportait à peu près 400 000 voix. Il a perdu à 170 000 voix. Et il m'a toujours dit, je veux être élu pour moi, je veux pas être élu en faisant le clown avec des stars. C'est pas ça la politique c'est bien plus sérieux que ça. Il a tellement raison. Ce qui était difficile, c'est de me dire que j'avais jamais réfléchi à ça, que j'avais trahi 50% des Français. Parce qu'il a perdu à 1 point. Donc, il y a 49% des Français qui avaient voté pour lui, que j'avais trahi puisque je n'avais pas réussi à briser l'armure suffisamment pour qu'on comprenne. Parce que ça aurait été un très grand président, ça aurait changé la France. Déjà, trahir une personne, c'est dur. Mais en trahir X millions, c'est terrible. C'est terrible. Parce que, finalement, si je n'étais pas le choix qu'il aurait dû prendre, peut-être qu'un autre aurait mieux fait que moi, ou j'ai pas réussi, comme j'avais réussi avec les autres, peut-être trop facilement, j'ai pas réussi à ce qu'ils se libèrent. Parce que le métier d'un communicant politique, c'est pas tellement de donner des conseils de politique, ils en savent plus que toi, mais c'est de les débrider, c'est de les lâcher, c'est qu'ils soient naturels, c'est que le cœur parle. C'est ce qu'a réussi François Mitterrand, c'est ce qu'a réussi Emmanuel Macron, c'est que tu vois, c'est une espèce tout d'un coup, une empathie qui se lève, tout un peuple qui se lève pour élire son président, tu vois. Quand quelqu'un va dire une critique à ton égard, que ça soit dans les journaux, à la télé ou en direct, c'est quoi ton processus mental pour être à l'aise avec ça? Moi, je suis à l'aise naturellement, ça ne me gêne pas. S'ils ont raison, ben je dis, mais tu as raison, je suis un imbécile, tu as raison. Ou il n'a pas raison, je lui dis, mais je suis désolé, c'est pas ce que tu penses. La vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Il ne faut jamais avoir de regrets. Jamais avoir de regrets d'avoir raté une émission. J'ai pas de regret d'avoir fait l'immense connerie de la Rolex. Évidemment, j'aurais dû fermer ma gueule. Et si c'était recommencé, je ne recommencerai pas. Je ne veux pas avoir des regrets. Je ne veux pas en prendre plein la gueule et en plus avoir des regrets. Donc j'y vais avec le sourire. Il y a la phrase de la Rolex. À quel moment, toi, tu réalises j'ai fait une connerie? Je ne m'en suis pas rendu compte. Le journaliste qui était avec moi, ça n'est pas rendu compte. Dans cette émission, je défendais Nicolas Sarkozy. Et je disais, mais vous reprochez à ce mec d'avoir une Rolex et des Ray-Ban, mais vous, les journalistes, vous avez tous une Rolex et une Ray-Ban. J'ai dit, un homme qui a 50 ans n'a pas de Rolex, il a raté sa vie. Je parlais d'un homme politique. Si à 50 ans, un homme politique ne peut pas s'acheter une Rolex, il faut pas aller dire président. C'est ça que ça voulait dire. Au lieu de dire Rolex, qui était symbolique du pognon, de tout ça, les gens ont compris le contraire. J'aurais dû dire, elle a Katmandou, tu vois, n'importe quel rêve qui est difficile à obtenir, mais qui est un vrai rêve. J'ai appelé Canal+, je leur ai dit, prenez-moi ce soir. J'y suis allé le soir et je me souviens très bien que je suis arrivé chez Canal+, avant même de commencer, j'ai dit, écoutez, c'est très simple, hein. C'est la plus grande connerie de ma vie, et je me suis flanqué une gifle. Ah, puis c'est arrêté là, parce que les journalistes qui étaient là pour me démonter, ils ont dit, allez, on passe à autre chose. Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'une erreur sur un plateau peut arrêter une carrière? Ou est-ce que tu penses que ça se rattrape toujours? Une erreur de langage, non. Ce qui peut arrêter une carrière, c'est le MeToo d'aujourd'hui. Oui, ça peut arrêter une carrière. D'ailleurs, c'est en train d'arrêter plusieurs carrières. Il y a 2 sortes de réactions. Moi, ça m'a beaucoup intéressé de voir ça. Les gens de mon milieu, pendant 3 mois, m'ont plus parlé. Et puis, un jour, il y a un gosse de banlieue qui est venu me voir sur les Champs-Élysées. Il s'approche de moi, etc. Et il me montre ça, il me dit... Et là, avec une pointe bic, il s'était dessiné une Rolex, là. Et il a dit, moi, avant 40 ans, je mettrai la vraie. Je dis, c'est tellement formidable, il a tout compris. Il a compris que c'était le rêve. Toute cette tranche de la population, elle a compris le message que je voulais faire passer, alors que je l'avais mal formulé. Et les autres qui auraient pu se dire, mais il a mal formulé, ça veut dire, ils n'ont pas fait cet effort-là. Mais ça montre d'ailleurs, si tu veux, la pureté de toute cette partie, si tu veux, que l'on néglige. Évidemment, les intellos de service, ils ont dit Rolex, argent, publicitaire, m'as-tu vu, etc., etc. Donc là, si par exemple, demain, il y avait quelqu'un qui prenait 30 secondes sur un plateau télé ou dans une interview et le sortait du contexte, toi, tu le vis bien. J'essaye quand même de ne pas dire de conneries, parce que... Mais je veux dire, c'est facile de faire dire une connerie à quelqu'un si on coupe. Bien sûr, c'est facile, mais le problème, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense. Alors tu me diras, mais alors, dis ce que tu penses. Mais dans des interviews, quand ils sont très longs et tout, parfois, ça t'échappe. Je m'en voudrais si je pensais que
La réussite, c'est une Rolex. Hein. Non, la réussite, je te l'ai dit, la réussite, c'est un grand amour réussi. Il ne faut pas choquer les gens inutilement, bêtement, mais il faut toujours être fier de sa vérité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que pour se faire connaître, il fallait choquer. Ouais. C'est vrai des starlettes. À l'époque, je me souviens d'une starlette à Cannes qui avait monté les marches nue sur un cheval blanc. Évidemment, on en a parlé, mais enfin, elle n'est jamais devenue star. Oui, tu fais un micro-buzz. C'est un micro-buzz. Et les gens veulent faire le buzz pour le buzz. Non, il faut que ce soit la force de l'idée qui fasse le buzz. Tu es sur cette terre depuis plus longtemps que moi. C'est quoi ta lecture de comment le monde a évolué là depuis 80 ans comme ça? Qu'est-ce que tu vois? Mais moi, j'ai connu le monde heureux. J'ai connu le monde heureux parce qu'insouciant. Tu trouves qu'il n'est plus heureux? Il n'est plus heureux, non. Mais j'espère que c'est momentané. Je parle surtout des Français, mais c'est vrai du monde en réalité. J'ai connu le monde heureux d'abord parce que l'argent n'était pas le centre du monde. Quel est le drame aujourd'hui? C'est que 80% des Français pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Ils se trompent. Vous vous trompez, les mecs. Vous vous trompez. Regardez l'histoire. On a doublé la richesse de la France ces 50 dernières années. On va la doubler dans les 30 années qui viennent. C'est surtout le message qu'il faut passer aux jeunes. Parce que maintenant, le monde à moi, le monde d'avant, il est foutu. Bon, le monde d'après, ça sera le leur. Et c'est à eux de l'inventer. Et c'est à eux de le rendre heureux. Est-ce que tu sais qu'on parle de ton livre actuel? Le titre d'abord, c'est « Le diable s'habille en GAFA ». Pas en Prada, en GAFA. Pourquoi? Parce que les GAFA, aujourd'hui, les 4 GAFA, c'est 1,5 fois le PIB de la France. Dans 10 ans, c'est le PIB de l'Europe. Dans 20 ans, c'est le PIB du monde. C'est-à-dire qu'ils sont en train de construire un État numérique plus riche dans 20 ans que l'Amérique, plus riche dans 20 ans que la Chine, plus riche que l'Europe. C'est un gouvernement à E4. Un gouvernement à E4, mais dont ils ont la richesse des richesses, c'est-à-dire qu'ils ont dans leur cloud toutes nos données depuis, là ça fera 30 ans, ils auront toutes nos données depuis 30 ans, du monde entier, avec en plus la recherche faciale, l'identification faciale, etc. Donc ils seront les maîtres du monde parce qu'ils pourront coincer qui ils voudront, où ils voudront, comme ils voudront. C'est un pouvoir que même la science-fiction n'a jamais osé donner dans un film. Tout ça sans payer leurs impôts, ils commencent à les payer un peu, tout ça sans que les gouvernements n'établissent. Voilà. Je ne suis pas contre le progrès, j'ai toujours été un homme de progrès. Et le progrès crée toujours des malheurs. Le jour où on a inventé la roue, découvert la roue, dans les contreforts de l'Europe de l'Est, on a créé les accidents de la route. Mais les gouvernements ont créé la prévention routière. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y avait 10 à 15 000 morts sur la route. Et les jeunes, avant tout, ils en avaient très peur de prendre une voiture parce que c'était très dangereux. Aujourd'hui, il est tombé à 3 000 parce que la prévention routière a fait son boulot. Je demande, en parallèle de la prévention routière, une prévention numérique. Qu'on n'essaye pas d'entraver le progrès. Ce serait ridicule. Mais qu'on empêche de faire des bêtises. Par exemple, si tu prends l'intelligence artificielle, il y a une équipe américaine qui a travaillé pendant 10 ans, une étude très sérieuse, très approfondie, sur 100 000 cas, et qui réussit aujourd'hui d'une simple photo, si tu as un petit bouton là, à savoir si c'est un mélanome, c'est-à-dire si tu as un cancer de la peau, ou si c'est un simple bouton. Sur une photo, ça veut dire que dans 10 ans, il n'y a plus de mélanome. Ça veut dire que le cancer de la peau va disparaître. Comment tu ne peux pas aimer cette intelligence artificielle-là? Mais une équipe de Stanford, avec les mêmes algorithmes, fait qu'aujourd'hui, sur une simple photo, on peut savoir si tu es homosexuel ou pas. Et moi, je ne veux pas de ce monde-là. Je ne veux pas ce monde qui va aussi loin. Donc oui, il faut aimer les GAFA pour ce qu'elles font de mieux, et il faut leur interdire d'être les diables qu'elles peuvent être, les démons qu'elles peuvent être. C'est la démocratie qui est en danger. Je ne comprends pas que les présidents du monde ne prennent pas 2 jours de leur vie pour se mettre tous dans une salle et dire on va arrêter ça. Quand tu penses que Trump n'est pas président, il n'a pas été élu président, il a été élu par les fake news. Il y a 130 millions d'électeurs et d'électrices américains qui ont été pendant plusieurs mois bombardés de fake news qui venaient de Macédoine, et on sait quel est le pays qui les dirigeait, et qui ont tellement sali Hillary Clinton que Trump est passé. Qui est passé de justesse, parce que même en voix, elle a gagné, en voix, il a perdu. On ne peut pas accepter ça. Il faut
impérativement arriver à les mesurer. Est-ce que tu aimerais que dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, on retienne quelque chose de Jacques Ségala? Non, je pense que la publicité, parce que ce qui compte, c'est l'œuvre qu'on a accomplie. Bon, la publicité est un art éphémère. La sculpture, la peinture, la musique, ce sont des arts premiers. Puis c'est un art second. Donc, elle compte pas. Alors si on se souvenait de toi dans 100 ans, t'aimerais qu'on se souvienne de toi pourquoi? Pour avoir mis du cœur dans la publicité. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.